Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du vendredi 29 janvier d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, comme d'habitude, pas mal d'actualités au menu de cette émission. On commence par SAP. Donc c'était l'événement Rise cette semaine ou la semaine dernière? Oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Et qui donc en a profité pour présenter une offre qui s'appelle tout simplement Rise avec SAP, with SAP, qui est une offre de migration vers le cloud, si j'ai compris. Si on peut dire quelque chose. Alors il y avait ce volet-là, et puis il y avait aussi un accord avec Microsoft, et on sait que SAP est partenaire technologique de Microsoft depuis très longtemps. Donc l'accord Rise with SAP, comme vous le disiez, c'était en gros, SAP va proposer des services pour aider ses clients à migrer l'ERP, donc S4 HANA, vers le cloud, quel que soit le cloud. Évidemment, ce sera pas le cloud SAP, ça peut être un cloud public, AWS, Google, Azure au hasard, ou OVH par exemple. Et donc en gros, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau, le niveau BPI, donc il faut reformater les processus. Et donc là, ils ont fait d'ailleurs l'acquisition d'une société spécialisée. Dans le BPI, c'est Signavio. Ensuite, il y a la migration des données. Et puis le troisième niveau, c'est comment faire pour faire en sorte que l'ERP qui sera sur le cloud puisse communiquer avec éventuellement ce qui pourrait rester sur le on-premise et éventuellement sur d'autres clouds. Donc là, c'est la couche un peu plus technologique. Donc c'est le premier niveau. Donc ça veut dire qu'on avait parlé, les ERP finalement, c'est la dernière brique applicative qui migre vers le cloud parce que pour des raisons d'impact. Oui, c'est pas neutre sur l'activité de l'entreprise. Au cœur du fonctionnement de l'entreprise. Et l'autre élément, c'est précisément cet accord entre SAP et Microsoft. Et l'idée là est plus simple, c'est l'intégration de Teams, donc l'outil collaboratif, avec les grands logiciels de SAP, donc SuccessFactors, S4 HANA, Customer Experience. Et donc l'idée, c'est de pouvoir de collaborer à l'intérieur même quand on est dans l'application et de ne pas avoir à ressortir. D'aller sur Office. Donc en termes de fonctionnement, c'est simple. En termes d'intégration, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est à ça qu'ils vont s'atteler. Bon, on aura l'occasion d'en parler vendredi prochain avec Gérald Carsanti, patron de SAP en France, qu'on recevra dans le cadre de notre émission Invité de la semaine. En attendant, Guy, on poursuit notre passage en vue de l'actualité et on parle de cloud avec un cocorico peut-être d'abord, puisque c'est sur le front, sans jeu de mots, de l'OTAN qui a choisi parmi ses cloud providers sur le terrain, Thales. Alors, effectivement, cocorico, comme vous le disiez, donc c'est l'OTAN qui a choisi Thales pour, en gros, une offre de cloud. Alors, ça peut surprendre en quoi les militaires ont besoin de cloud, mais c'est vrai que quand ils ont une opération militaire, il faut déployer sur le terrain, parce que maintenant les communications sont très importantes, et donc c'est un cloud Thales qui est déployable en 24 heures sur un terrain d'opération, et qui permettra à la fois analyser et partager les données, et donc du centre de commandement jusqu'au théâtre d'opération, donc les différents terrains où les militaires œuvrent. Parce que finalement tout ça masque un peu le fait que la guerre, c'est quand même de tuer d'autres hommes, c'est un peu ça, mais là c'est l'aspect technologique, et on voit bien que finalement ça devient un élément différenciant, et donc le fait de déployer un cloud en 24 heures, ça permet d'avoir des ressources informatiques à disposition très rapidement. Alors, autre sujet en matière de cloud, c'est du côté de chez Atos. Alors, décidément, chez Atos, on est à fond en ce début d'année. Parce qu'après l'annonce DXC, d'autres accords, cette fois-ci, c'est entre OVH, un accord entre Atos et OVH. Exactement. Donc là, l'idée, en fait, c'est justement, on parle beaucoup de cloud. D'ailleurs, beaucoup de nos sujets cette semaine sont sur le cloud. C'est en fait un accord entre Atos et OVH. Le fait que Atos ait choisi OVH comme partenaire opérateur de cloud pour opérer ces clouds privés de ses propres clients. Et donc, je dirais que, comme vous le disiez, ça fait suite à pas mal d'annonces de la part d'Atos. Il y avait l'opération One Cloud, donc le guichet unique pour des services cloud. Atos n'est pas un opérateur de cloud à proprement parler, mais plutôt est un offreur de services pour aller sur le cloud. Il y avait le rachat potentiel. Vous avez quand même leur propre data center du côté de Soclin, il me semble, non? Oui, c'est ça. Mais donc ça tombe bien, entre OVH et Soclin, ils ne seront pas très loin. Exactement. Donc il y avait
avait l'opération des DXC qui est en cours. Il y avait l'accord avec IBM et plutôt Red Hat OpenShift. Et puis dans des domaines sectoriels. Donc effectivement, beaucoup d'actualités chez Atos. Alors Guy, on continue sur le cloud. Cette fois-ci, on parle de... Alors ça a un peu marginalisé d'ailleurs notre conversation précédente, mais une étude du cabinet Synergy Research, dont on a déjà dit, qui est spécialisé sur le cloud, qui fait un peu le point sur les tops, les grands hyperscalaires. Et le constat est quand même assez douloureux pour l'Europe, en tout cas pour les non-américains, puisque la moitié des hyperscalaires, donc je crois qu'il y en a plus de 600, oui, sont détenus par Google, Amazon et Microsoft. Exactement, donc c'est effectivement inquiétant. Alors le premier point, c'est qu'en 5 ans, ça a doublé, donc il y a 600 data centers, hyperscale data centers, donc en gros, c'est les data centers de très grande dimension, à la fois pour les opérateurs de cloud et les fournisseurs Internet. Donc 600 doublements en 5 ans, donc ça veut dire qu'on voit bien la vitesse d'évolution. Le deuxième point, c'est que 40% de ces data centers sont situés aux États-Unis, 10% en Chine. Et d'ailleurs, à remarquer, dans le camembert que présente Synergy, il y a tous les pays européens. Et la France n'est pas mentionnée en tant que tech. Elle est dans autre. Ça y est, il y a toujours la catégorie autre. Elle est dedans, on ne sait pas combien. Donc ça veut dire peut-être 5-6%. D'ailleurs, quand vous ne savez pas pour une part de marché pour la France, vous dites 5%. Vous êtes en général dans la bonne norme. Donc effectivement, c'est une domination, une ultra-domination des hyperscalers américains. Et bien sûr, ça va avec quand on voit les résultats des GAFAM et quand on voit les montants financiers nécessaires pour investir et déployer ces nouveaux data centers. Le bénéfice net des GAFAM de l'année dernière, c'est 200 milliards de dollars. Donc il y a une force de frappe qui est absolument considérable. Donc pour l'Europe, c'est quand même un peu embêtant. Pas facile. Alors, pour le coup, on va sur un sujet qui est là assez européen, c'est celui de la protection des données, avec une convention qui est peut-être qui est pas forcément très connue, parce que tout le monde parle du RGPD, mais oui. La convention 108+, qui va être pas renouvelée, mais en tout cas améliorée en tout cas. C'est ça. Alors, il faut peut-être dire déjà ce qu'est cette fameuse convention. C'est le 28 janvier 1980. Donc vous voyez, c'est à l'époque où il y avait quelques ordinateurs portables, enfin un PC. Je veux dire, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait quelques PC. C'était le début de l'IBM PC. Des grosses machines. Mais donc c'était le traité international sur la protection des données. Donc ça, c'était une date fondatrice, si je puis dire, qui a été à l'origine de la première directive européenne de 95 et qui a inspiré le développement du RGPD en 2018. Donc il y a 2 ans, on en avait parlé à l'époque de manière très récurrente. Donc c'est un peu l'élément fondateur. Évidemment, les technologies ont évolué de manière considérable depuis ce temps-là. Donc il faut remettre au goût du jour. Mais je pense que c'est le signe que finalement l'Europe a toujours été en pointe sur ce domaine-là dès le début et elle l'est toujours. Donc c'est un élément à signaler. Et donc là, l'idée, c'est, je crois qu'il y a 55 pays qui ont ratifié la convention. Et donc c'est de l'ouvrir à des nouveaux continents, les pays africains par exemple, les pays d'Amérique latine, qui sont un peu absents encore de cette problématique, mais pour lesquels ça va devenir un élément essentiel, puisque c'est comme beaucoup de sujets mondiaux, ça touche tous les pays. La numérisation touche tout le monde. Et puis Guy, on conclut par le plan français sur la nouvelle frontière de l'informatique, qui est la physique, pas la physique justement, l'informatique quantique, avec un plan français annoncé par notre président cette semaine. Alors, effectivement, c'est important. Comme vous dites, donc effectivement, Emmanuel Macron s'est déplacé au plateau de Saclay. Il a fait un discours qui a été remarqué d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un peu dommage parce que... Mais pas pour les bonnes raisons. Voilà, il a fait cette remarque sur les 66 millions de procureurs qui finalement a détourné l'attention sur ce plan quantique qui est essentiel, enfin c'est très important parce que c'est un des piliers de technologie de demain. Donc les annonces, alors faut se méfier parce que quand on annonce des montants, on ne sait pas si c'est de l'argent neuf ou si c'est de la réutilisation de budget sur d'autres projets, etc. Mais en tout cas, c'est 1,8 milliard sur 5 ans. Emmanuel Macron dit que la France va rejoindre le trio de tête. Bon, ça, on peut avoir quelques doutes. Et toutes les technologies seront évaluées. Et donc, l'idée, c'est de développer un ordinateur quantique hybride,
de 100 qubits en 2023. Alors le terme hybride, tel qu'on peut le comprendre, c'est en gros un ordinateur classique. C'est un peu comme finalement les CPU et les GPU, c'est-à-dire un ordinateur classique avec un processeur quantique adjacent, parce que on sait que les ordinateurs quantiques, ils ne pourront être accédés que par l'intermédiaire d'ordinateurs traditionnels. Donc avoir cet ordinateur hybride, ça répond à la question. Maintenant, est-ce que après il y a la suite, il y a comme on sait, l'enfer est dans les détails, donc c'est bien. Et puis il y a quand même, quand le président parle de question numéro 3, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le qui se penchent sur le marché. La Chine, les États-Unis, mais d'autres Européens, l'Allemagne, la France, c'est mentionné dans l'article d'Informatic News. Finalement, 1,8 milliard d'euros, ça paraît beaucoup, mais par rapport à... Déjà sur 5 ans, donc et ça puis fait par rapport moins... à ce que font les autres, finalement, oui, c'est dans la norme, quoi. Oui. En tout cas, par rapport aux autres Européens. Mais bon, c'est en tout cas... ça mérite d'être... Voilà. Ça a le mérite d'exister. Et puis, alors, le dossier de la semaine, il dit, c'est issu d'un rapport de VMware sur l'usage et le déploiement des containers Kubernetes, et qui montre quand même qu'une technologie très récente, je ne sais pas combien, 4-5 ans peut-être, est aujourd'hui devenue mainstream, pour en prendre un terme omniprésente. Plus de 50% des DSI interrogés on déclare avoir aujourd'hui des containers. Alors c'est intéressant parce que en fait c'est assez frappant parce que c'est une étude qui a été commanditée par VMware, qui est le champion de la virtualisation et qui a pris le virage des containers il y a un peu sur l'aile, on va dire. Donc c'est quand même ça veut dire qu'ils ont bien l'intention d'intégrer cette technologie dans leur propre développement. Et donc comme vous le disiez, alors c'est une étude américaine, donc il y a peut-être un petit décalage entre ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Europe, en termes de développement, mais comme vous le disiez, c'est 6 DSI sur 10 ont déployé des containers Kubernetes en mode production. Maintenant, qui est décisionnaire, c'est-à-dire qui pousse dans cette direction, c'est principalement les développeurs d'abord, et ensuite les responsables infrastructure. Et l'autre élément intéressant, c'est finalement pourquoi faire ? Parce que faire des containers pour faire des containers, à la limite, finalement, ça n'a pas limité. Donc les raisons qui sont invoquées, c'est une meilleure utilisation des ressources, et donc c'était déjà le cas de la virtualisation, et c'est encore plus le cas des containers, avec des contraintes évidemment qui vont avec. C'est le fait de pouvoir préparer une migration vers le cloud. Alors d'ailleurs, ça c'était un dernier. Et le deuxième point, c'était le fait de développer des applications plus rapidement. Donc c'est vraiment ces trois objectifs qui étaient recherchés dans le déploiement des containers. Donc intéressant de par les objectifs et de par le commanditaire de cette étude, qui est le champion de la virtualisation. Très bien, écoutez, on invite nos lecteurs, à lire ce papier sur notre site Informatic News. Et puis on arrive sur l'événement de la semaine à venir, c'est du côté de chez nos confrères d'IT for Business, avec un événement sur la data analytics, je vais y arriver, au service des métiers, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la semaine suivante. C'est le 11 février, je crois. Donc comme toujours, donc c'est la matinale IT for Business qui réunit à la fois des fournisseurs et puis des utilisateurs. Donc il y aura Saint-Gobain, Veolia. Et donc effectivement, l'utilisation des données. Alors data, ça fait mieux, mais enfin sont les en bon français, des données. L'utilisation des données pour une meilleure prise de décision, une prise de décision plus réactive, etc. C'est vraiment un sujet qui est au cœur de préoccupation des entreprises pour l'ensemble des métiers. Donc c'est un sujet qui est tout à fait dans l'actualité. Dans l'air du temps. Je conseille à nos lecteurs d'Informatic News d'y assister. Très bien. Et puis on conclut par un traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors cette fois-ci, c'est un côté un peu science-fiction. C'est du côté de chez Microsoft, ça se passe, avec un brevet pour parler avec vos défunts. Oui, effectivement. C'est un chatbot, un chatbot. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que dans 50 ans, on dira ouais, c'était une invention géniale. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça paraît un peu ridicule. Donc, d'ailleurs, le terme ridicule n'est peut-être pas adapté, mais l'idée est relativement simple. Donc, comme vous disiez, Microsoft a déposé un brevet pour développer un chatbot pour communiquer avec une personne disparue. Alors, comment on fait
pour reproduire la personne disparue, c'est assez simple. Comme pour les vivants, on réunit toutes ces données personnelles et puis on définit un profil et donc on a constitué la... Alors c'est pas un hologramme, enfin c'est une espèce c'est la personnalité virtuelle qui est maintenue et donc on pourra continuer à converser avec cette personne. Donc franchement, oui, je sais. On ne sait pas trop ce qui est passé dans la tête de la personne qui est à l'origine de ce brevet chez Microsoft. Et dans la chaîne hiérarchique, il y a quelqu'un qui validé ce brevet. Bon, écoutez, on mettra ça au chapitre des curiosités. Oui. En attendant d'en savoir un peu plus. Mais Guy, merci encore de ces analyses. Et puis, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. Je vais y arriver. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Et merci de nous avoir suivis. À très bientôt.